Le fait d'être romancier oriente certainement votre attention sur certains aspects du cinéma. Quels sont-ils? Bien sûr, ce sont ceux qui sont évidemment les plus près de ce que je recherche personnellement. Un mode de récit qui soit neuf et non pas des romans filmés comme sont la plupart des films, mais vraiment des films romans. C'est ce qui m'intéresse le plus, et là je crois que ça peut se compter à peu près sur les doigts de la main depuis que ce n'est pas une érudition cinématographique totale, j'ai des trous. Enfin, c'est pas comme film méritant ce nom de film roman, je vois bon d'abord les deux ancêtres, L'Âge d'Or et Le Chien andalou, et ensuite Marienbad, L'Immortel, Orson Welles avec Citizen Kane et 8 et demi de Fellini. Je crois que ce sont vraiment les seuls films auxquels on puisse appliquer le mot de film roman et non pas de roman filmé. Vous ne blâmez donc pas le cinéma d'avoir un langage plus classique que le roman? Blâmer, il n'est pas question pour moi de blâmer, je déplore en ce qui me concerne que le cinéma soit resté à une esthétique d'il y a, pour la moyenne des films, disons, 100 ans. Une esthétique en ce qui concerne... Une esthétique et une conception de l'histoire racontée qui remonte à Zola ou au siècle dernier. Je trouve curieux qu'un art basé sur une technique moderne emploie des procédés de narration datant du siècle dernier. Mais quel procédé, par exemple? Le récit de la plupart des films, ou la façon dont on raconte une histoire dans les films, est celui de Balzac, de Zola ou des romanciers les plus traditionnels. Vous dites le cinéma montre, mais il montre, nous savons très bien qu'on peut photographier une personne de 36 façons différentes. La photo elle-même n'est pas objective. Elle peut être, si Cartier-Bresson me photographie ou si X me photographie, ce ne sera pas la même image de moi que ça donnera. Par conséquent, dans ce sens-là, je pense qu'il y a aussi toute une marge d'interprétation ou de... Oui, mais lorsque on emploie le mot montrer, je crois qu'on ne met pas tellement l'accent sur l'objectivité que sur le présent de l'image. Le présent, oui. Oui, mais dans ce que j'essaie de faire, j'essaie aussi qu'elle soit présente. Et ce que j'écris, enfin mon art, est fait de présence. Toute la question, c'est, je n'écris pas au présent, j'écris au passé. Mais, je l'ai dit plusieurs fois, j'écris des choses de ma mémoire, de mon souvenir. Et une émotion, quelque chose de très lointain dans le temps des horloges, peut être pour nous, dans notre sensibilité, extrêmement proche. Enfin, il peut arriver qu'on se rappelle de souvenirs d'enfance d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus nette qu'une chose qui vous est arrivée la veille. Par conséquent, c'est une sorte aussi de présent. Si vous voulez représenter, rendre de nouveau présent, par le moyen des mots, de la syntaxe, etc. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le cinéma peut difficilement assimiler ce genre de technique? Est-ce que le cinéma peut présenter un souvenir, par exemple? Oh, parfaitement. Mais comment le spectateur saura-t-il que c'est un souvenir, sinon en lui ayant, par un truc, dit c'est un souvenir? Mais pourquoi lui dire que c'est un souvenir? Hein? Puisque chez nous, les souvenirs sont extrêmement présents. Pourquoi lui dire que c'est un souvenir? Étant donné que dans notre conscience, dans notre... enfin, je ne suis pas philosophe, mais pour nous, comme je viens de vous le dire, dans les moments que nous vivons, des choses très lointaines, souvent même effacent la réalité. On dit, mais quelqu'un, à quoi penses-tu? N'est-ce pas, des gens qui se parlent, on n'entend plus la personne qui est en face de vous, on ne voit plus le décor, et on est ailleurs. Par conséquent, c'est des souvenirs, mais c'est extrêmement présent. Alors pourquoi dire au cinéma, c'est du souvenir, et non pas le présenter comme du présent, comme une chose qui est aussi intense que la table devant laquelle on est assis ou la personne devant laquelle on parle?
Moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis, enfin. Même, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Enfin, je pense que le souvenir est une chose et que le présent en est une autre. Enfin, je pense que, du point de vue du cinéma, il est impossible de confondre la perception et l'imaginaire. Enfin, ça me paraît impossible. Pourtant, il y a des films où ça a été très bien fait. Mais... Oui, non, c'est un truc. Je crois que c'est une question de Si on prend l'âge d'or, qu'est-ce qui est perception, qu'est-ce qui est imaginaire, par exemple? Oui, mais à ce moment-là, c'est un film surréaliste, enfin, c'est un film surréaliste, poétique. enlevons cette étiquette, si vous voulez. Ben, ce qui est imaginaire, c'est ce que vous construisez vous-même. Enfin, c'est ce que... Mais nous construisons tout, nous-mêmes toujours. Qu'est-ce que la réalité? Ben, non, parce que le cinéma nous montre quand même que la réalité est quelque chose de donné. Oui, mais moi je crois... C'est un mot dans lequel j'hésite énormément, la réalité. C'est un mot vraiment qui me fait... Mais disons pas réalité, disons le donné, enfin. Quand le spectateur dans la salle... Le donné, n'est-ce pas Heisenberg, le physicien allemand, a dit à peu près, je cite très approximativement, n'est-ce pas, les mathématiques ne nous ont pas permis de mesurer l'atome, mais de mesurer la conscience que nous avons de l'atome, n'est-ce pas? Alors quand on voit un haut physicien lui-même dire ces choses-là, les termes de réalité me semblent vraiment très difficiles à manipuler et à dire qu'on distingue la réalité de l'imaginaire, du perçu. Je me réfère à un scientifique. Oui, mais le cinéma se place quand même sur le plan du sens commun, enfin, me semble-t-il. Il est difficile d'en sortir. Pourquoi? Parce que... Du sens commun. Pourquoi, encore une fois, des cinéastes, Buñuel, Roth-Grillet, se sont placés en dehors, justement, de ce qu'on appelle ce sens commun, et on fait des films extraordinaires. Quand vous voyez, ça s'impose à vous, mais à partir du moment où, que ce soit avec une caméra, ou que ce soit avec un stylo, vous allez vous mettre à essayer de décrire le Panthéon, vous n'allez pas décrire le Panthéon. Ah, attention, je me permets de vous arrêter là. Lorsque vous allez le décrire, vous, romancier, oui, vous allez le décrire comme une image mentale. Oui. C'est-à-dire que maintenant, si vous décrivez le Panthéon et que vous deviez dire, par exemple, combien de colonnes il a, ce nombre de colonnes pourrait être différent de celui qu'il a lorsqu'on se rend sur place. Tandis que le cinéaste, lui, restituera immédiatement un nombre, disons, objectif. Oui, mais qui va compter les colonnes? On verra qu'il y a beaucoup de colonnes, on ne va pas compter les colonnes. Objectif. Oui, ce sera un adjectif, comme le romancier pourra le spectateur va voir beaucoup de colonnes. Oui, mais enfin, ce qui importe pour le romancier, c'est la façon même dont vous arrivez à reconstituer le Panthéon, et c'est ce que ce Panthéon évoquera pour vous, si vous voulez. C'est l'activité de votre esprit dans le rappel de la chose, dans l'action de se souvenir. Tandis qu'au cinéma, eh bien, je ne pourrais pas montrer cette action de l'esprit. Je pourrais simplement donner d'un seul coup le Panthéon. Et je trouve que ce n'est pas intéressant. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Je veux dire que ce travail de reconstitution, ce travail de recherche de l'imaginaire, qui est très intéressant pour le romancier, eh bien, pour le cinéaste, il n'offre absolument aucun intérêt. C'est curieux parce que moi, les films qui m'ont le plus touché, que je considère comme vraiment les chefs-d'œuvre du cinéma, sont les cinéastes qui se sont attachés justement à montrer ce fonctionnement de l'imaginaire. Supposons que vous décriviez un objet. Prenons par exemple un paquet de cigarettes, un oui. paquet de gauloises. Oui. Où est la beauté pour vous? Bien, la beauté va être dans la façon dont je vais le décrire. Uniquement, la beauté. Et évidemment, ce paquet ne se présente pas seul. Il n'est pas que le paquet de gauloises. Si je dis si j'entreprends de le décrire de la façon la plus sèche, par exemple, si je dis il est rectangulaire, il est bleu. Bon, rectangulaire. Immédiatement, dans ma pensée, dans la pensée du lecteur, son imagination, tous les objets rectangulaires du monde viennent à son esprit. Tous les objets bleus du monde vont être suscités. Je crois, Ricardo, le jeune écrivain Ricardo, a dit une chose absolument remarquable. Il dit, l'objet perçu nie le monde, n'est-ce pas? En ce sens que, si je regarde ce paquet de gauloises, je ne vous vois, mes facultés et mentales et physiques, de vue et d'accommodation, je ne vous vois plus, n'est-ce pas? Je ne vois que lui. Le monde disparaît complètement. Au moment où je me mets à le décrire, il ramène à lui le monde entier. Mais vous ne pensez pas que la place du cinéaste soit privilégiée dans certains cas? Dans quel sens privilégié? Bien, par exemple, s'il s'agit de décrire un paquet de cigarettes, j'ai l'impression que le romancier est privilégié, parce que le paquet de cigarettes n'est pas en soi tellement intéressant, et que sa beauté... Il est passionnant. Oui, il est passionnant pour ce qu'on en fait. Oui. Mais Comme si tout. Oui. Mais si vous prenez par exemple un visage, oui.
eh bien ce visage est peut-être plus passionnant à voir que la description qu'on peut en faire. À voir, alors, il n'y a plus d'art, alors il n'y a plus de cinéma, on ne filme plus. Il y a plus de richesse dans la nature que dans toute la philosophie. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Il y a une richesse infinie dans la nature, mais je crois que le monde n'existe que par la pensée de l'homme. Bien sûr. Et que dans la pensée de l'homme, et que par le langage. S'il n'y a plus de langage, si nous étions supprimés de la surface de la Terre, pour qui existerait la Terre? Elle n'existe que dans notre conscience. Non, mais l'intérêt du cinéma peut-être... Il y a la fameuse phrase, enfin, ce sont pas les dieux qui ont créé les hommes, ce sont les hommes qui ont créé les dieux, et je crois que c'est... Oui, mais peut-être le cinéaste pense le contraire. Enfin, pour le cinéaste, la nature est quelque chose de très important, et à laquelle il faut quand même penser. Enfin... Mais je crois pas que c'est très important, mais si lui n'existait pas, bien que sûr, c'est la bien nature. sûr, oui. Donc lui est encore plus important que la nature, c'est lui qui... Non, mais il a dit, il y a le dire, le logos, enfin, sans ça il n'y a rien. S'il n'y a pas les mathématiques, s'il n'y a pas le langage humain, s'il n'y a pas l'homme, où est le monde? Le monde devient-il... Qu'est-ce que ce serait? Dans les grands films, il y a non seulement un langage, mais une sorte d'émerveillement devant la beauté naturelle, enfin, une sorte de plaisir de la découverte du monde en tant que tel. Et ça dépend qui la filme. Le plus beau paysage du monde filmé par un type qui ne sait pas tenir une caméra, il ne sera pas beau. Regardez les photos d'amateurs, n'est-ce pas, que font les gens qui s'achètent un Kodak, et ça n'a aucune beauté, qui photographient la famille, etc. Ça n'a... Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que la beauté naturelle, il y a deux termes. Il y a la nature d'un côté et la beauté qu'il faut... Bien sûr, mais je veux dire que le cinéaste a découvert dans la nature, si vous voulez, des choses que le romancier n'y avait pas trouvées jusqu'ici, enfin, ou le peintre. Prenez par exemple les premiers films, ceux de Griffith, si vous voulez. Il y a dans le visage humain ou dans le geste des choses admirables. Une chose phénoménale, à mon avis, pour nous, que nous a apporté le cinéma, en tout cas pour moi, romancier, c'est le gros plan, qui était pour ainsi dire inconnu, n'est-ce pas? La matière, d'abord l'œil, le cinéma ou la photo. L'œil photographique, ce qu'on appelle les photos piquées, révèle des choses que l'œil humain ne peut pas voir, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une influence énorme, ça, du cinéma sur moi, ou de la photographie. Il nous a appris à voir des choses qu'on ne savait pas voir. Dans ce cas, nous sommes très d'accord, alors. Tout à fait.